Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, je vais vous parler quand même de pas moins de 5 romans. Alors, je rassure tout le monde, je n'ai pas lu dans leur entièreté ces 5 romans la semaine dernière. J'ai terminé d'écouter 2 livres audio la semaine dernière, mais je ne pouvais pas vous en parler dans le précédent Catu, étant donné que je ne les avais pas terminés. Il me manquait un petit pouillem à chaque fois pour ces deux romans audio. Mais bon, je les ai terminés et je vais donc vous en parler cette semaine. Sinon, j'ai lu 3 romans la semaine dernière dans leur entièreté. Et je vais donc vous en parler dès maintenant. Donc ça a été un bon festival. Là, j'ai repris un bon mood de lecture. C'était vraiment très chouette parce que la semaine a été extrêmement compliquée au niveau du boulot. Là, on a rigolé avec les collègues parce qu'on se disait c'est vraiment la semaine noire, mais je leur ai quand même dit qu'on était quand même dans le Black Friday des emmerdes. Donc c'était la semaine noire des emmerdes la semaine dernière, c'était le Black Friday des emmerdes. Mais bon, on s'en est sorti et heureusement, il y avait de quoi quand même se changer les idées. Donc, on part d'ores et déjà, tout de suite, dans le vif du sujet, avec le premier roman dont je vais vous parler. Il s'agit de Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks, publié aux éditions Sonatine. Je vous mettrai la petite vignette ici. C'est un petit ovni, ce roman. Je ne savais pas du tout dans quoi j'allais m'embarquer et j'ai été assez surprise de ce roman un petit peu à la croisée des genres. Alors, imaginez-vous, on va vivre dans un train. Où il y a des voyageurs forcément, il y a le personnel navigant, il y a les mécanos, il y a le capitaine du train et il y a un personnage qui s'appelle Wei Wei. C'est une petite fille, alors une jeune fille quand on la rencontre dans le roman, mais on sait dès le départ que c'est une petite orpheline qui a été adoptée par l'équipage du train et qui a grandi dans ce train. Elle le connaît comme sa poche. Elle sait quand ça va pas, elle sait quand il y a quelque chose qui va pas, elle sait quand il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Et un jour, Wei Wei va découvrir qu'il y a un passager clandestin dans ce train. Et elle ne va pas en parler tout de suite à la capitaine parce qu'elle veut en savoir plus. Et on va découvrir petit à petit qui est ce personnage, qui est ce passager clandestin et quel est son but, tout ça. Et on a d'autres personnages. On a Maria, qui est une jeune femme dont le père est décédé assez récemment. Et elle entreprend un voyage dans le train. Alors, elle ne le dit pas tout de suite pourquoi elle est dans ce train, mais nous, lecteurs, on sait qu'elle veut faire la lumière sur la mort de son père, parce que pour elle, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans la mort de son père. Il est décédé lors de la dernière traversée du train. Et a priori, il s'est passé quelque chose lors de cette dernière traversée, ce que la compagnie qui gère ce fameux train essaye tant bien que mal de taire à l'opinion publique. On a également un scientifique qui est là aussi pour se faire un nom, tout simplement parce qu'il était en manque tout simplement de reconnaissance de par ses pairs. Et voilà, on va suivre tous ces personnages dans cette traversée qui relie la Russie à la Chine. Et entre ces deux pays, il y a ce qu'on appelle les terres oubliées, où il ne fait pas bon se promener. Alors moi, quand j'ai commencé l'écoute de ce roman, je me suis tout de suite rapprochée de la série Netflix Snowpiercer, le transpersonnage. Si vous ne connaissez pas la série sur Netflix, c'est également une série de BD. Donc la série est une libre adaptation de la BD. C'est un train aussi qui traverse le monde entier parce qu'il y a eu un cataclysme. Il fait un froid de canard, voire même plus qu'un froid de canard sur le monde entier. Et tous les survivants sont dans ce train qui est long de plusieurs kilomètres et qui
dont, enfin voilà, à l'intérieur duquel se trouvent des passagers, et ces passagers sont les uniques survivants de l'humanité, et ils vivent du coup dans ce train. Donc toute l'ambiance, toute l'ambiance de Snowpiercer, je l'ai retrouvée dans ce roman. Car dans ce train, on vit pendant plusieurs semaines en autarcie complète, parce que ce train ne s'arrête pas entre la Russie et la Chine. Il n'y a pas d'arrêt entre les deux, parce qu'on ne peut pas s'arrêter dans les terres oubliées, sans quoi il va vous arriver des bricoles. Et donc on va suivre tout ce périple de tous ces personnages dans ce train. Et moi j'ai beaucoup aimé, parce que le train en lui-même est également un personnage à part entière. Il vit, il ressent dans tous ses rouages, dans ses jets de vapeur, dans sa loco. Enfin, vraiment, c'est vraiment un personnage à part entière, un personnage qui est supporté par Wei Wei, cette jeune fille pour qui le train est absolument vital et essentiel, étant donné qu'elle y a passé toute sa vie. Mais la rencontre avec ce passager clandestin va beaucoup changer sa vision de certaines choses. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est à moitié de la science-fiction, du steampunk. Il y a du suspense aussi, parce qu'il y a des choses, il y a des pseudo-enquêtes aussi dans ce train, pour savoir exactement ce qui s'est passé lors de cette dernière traversée. Moi, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce train, la famille qui est composée des passagers, des membres d'équipage, de la capitaine, de toute cette famille qui vivent vraiment en autarcie complète pendant cette traversée. J'ai vraiment beaucoup aimé, et je vous conseille vraiment la lecture de ce roman complètement atypique, qui vous fera vraiment voyager, et qui vous transportera dans un monde complètement, peut-être pas si différent d'une autre finalement, parce qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, et c'est une petite allégorie dans ce roman que j'ai trouvé intéressante avec notre monde actuel. Mais en tout cas, j'ai passé un excellent moment à écouter ce roman. Ensuite, j'ai écouté, dans le cadre du challenge Black November de Séverine Dille-et-Bien ce livre, il fallait lire, je crois que c'était pour la semaine 4. Oui, c'est ça, c'était pour la semaine 4. Il fallait lire un roman dont le titre comportait un mot dont le champ lexical se rapportait à la mort. Donc, j'ai écouté Les Assassins de l'Aube de Michel Bussy, publié aux éditions des Presses de la Cité. Je vous mettrai la petite vignette ici. J'avais pas spécialement aimé le dernier roman de Michel Bussy que j'avais lu. Alors, c'était pas le dernier sorti. C'était Mon cœur a déménagé, que j'avais pas trop aimé, parce que j'avais trouvé l'histoire un peu cousue de fil blanc. Et surtout que j'avais deviné la fin. Non, j'avais pas deviné la fin, mais la fin m'avait laissé un goût de tout ça pour ça. Donc, bon, je me suis quand même plongée dans ce nouveau roman de Michel Bussy. Là, on se trouve en Guadeloupe. Donc la Guadeloupe, voilà, vous avez tous l'image de la Guadeloupe, les palmiers, les plages de sable fin, le dépaysement, les vacances, tout ça. Sauf que 3 touristes vont être retrouvés harponnés, tels des vulgaires poissons, à différents endroits de l'île. Et autant vous dire que pour les pouvoirs publics et pour la police, ça va être le branle-bas de combat, parce que ça fait extrêmement mauvais genre que 3 touristes se fassent harponner tels des poissons. Donc, on va suivre l'équipe d'enquêteurs avec Valéric, qui est le commandant de cette unité, de la division zonale de la police judiciaire, parce que c'est comme ça que ça s'appelle là-bas. Et il va être aidé de Amiel et de Marjorie, qui sont ces deux assistants, ces deux enquêteurs qui vont l'aider à mener à bien cette enquête. Sauf que cette enquête, du coup, quand il gratte un petit peu, il y a des ramifications avec le passé de certains esclaves qui ont vécu sur cette île. Quel rapport entre 3 touristes de métropole et
des personnes qui sont venues sur l'île en tant qu'esclaves. Donc on en est là. Alors j'avoue qu'au début, je me suis un petit peu perdue avec le nom des personnages. Entre Amiel, Valéric, je ne savais plus trop qui était qui. Je me suis dit, oulala, ça va être compliqué. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis, je me suis mise dedans et j'étais à fond dans le récit. Michel Bussy, il a mis en toile de fond la Guadeloupe avec ses paysages paradisiaques et il a créé une intrigue extrêmement sombre, extrêmement noire, avec un soupçon de magie noire, voire de magie tout court, parce que on a un personnage qui se fait appeler l'œil noir, ou l'œil de la mort, je ne sais plus, ou non, c'est ça, l'œil de la mort. Et ce monsieur, qui est un SDF notoire, a des visions, et ces visions mettent en scène tous les crimes, les 3 assassinats qui ont été perpétrés sur l'île, il les voit avant qu'ils soient commis, et du coup ça intrigue extrêmement les policiers, mais ils se disent, est-ce que c'est pas un canular? Est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que Évariste Pigeon voit réellement, a réellement des visions de ce qui va se passer? Du coup, il se pose énormément de questions. Nous aussi, on se pose énormément de questions. Et donc, voilà, il y a plusieurs pistes, plusieurs pistes qui sont vraiment abordées dans ce roman et on ne sait pas du tout vers laquelle est la bonne. J'ai eu des soupçons sur plein de monde et au fur et à mesure de mon écoute, quand arrivait la phase finale du roman où on allait vraiment découvrir qui était le meurtrier, il y a quelques petits indices que Michel Bussy a disséminés, en version audio, quelques minutes, et peut-être sans doute dans la version papier, quelques pages avant la réelle révélation. Et au moment où le narrateur donnait le nom du meurtrier, je l'ai dit en même temps. Et là, j'ai dit, waouh, je suis trop forte en fait. Au même moment, clac, j'ai trouvé. J'étais mais tellement emballée par ma trouvaille. Et franchement, cette personne-là, je n'ai absolument pas soupçonné, je n'ai absolument rien vu venir. Et là, je dis bravo Michel Bussy. Et c'est là que j'aime Michel Bussy, c'est quand il nous surprend dans la phase finale avec ce twist-là. Il est très fort pour ça. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas toujours ce twist final au précédent roman que j'ai lu, ce fameux twist m'a laissé un peu froide parce que je l'ai trouvé plat, ce twist. Mais là, franchement, dans Les Assassins de l'Aube, c'est vraiment, il est vraiment très bien fait. Ça m'a vraiment beaucoup, ça m'a retourné, j'ai adoré. Et puis bon, voilà, on a aussi l'ambiance de la Guadeloupe, les us, les coutumes. Ça sentait bon les épices, ça sentait bon le rhum arrangé. Pour ceux qui me connaissent très bien, j'ai une passion immodérée pour le rhum, avec modération bien entendu. Mais voilà, j'aime beaucoup, j'aime bien me faire des petits cocktails au rhum, j'adore ça. Et c'est pour ça que si un jour je vais en Guadeloupe, je pense que j'y prendrai énormément de plaisir. Bref, ceci mis à part, si vous voulez du dépaysement, si vous voulez vous réchauffer un petit peu par les temps qui courent, parce qu'on va rentrer dans l'hiver, si vous voulez vous réchauffer avec ces senteurs, ces paysages, et avec une bonne petite enquête, foncez sur Les Assassins de l'Aube. Ensuite, j'ai lu un tout petit roman d'une autrice que j'ai déjà lu, donc je l'ai lu sur ma liseuse que je n'ai pas à proximité, donc je vais vous mettre la vignette ici. Il s'agit de Richesse oblige de Anne-Laure Kerr, publié aux éditions, je crois que c'est Métayer. J'ai découvert cette autrice avec La Daronne. La Daronne, c'est un roman policier absolument exceptionnel de par son personnage principal, La Daronne. Donc, je vous encourage vivement à découvrir La Daronne
Pour moi, ça a été un énorme coup de cœur. Et on en a des personnages atypiques dans la littérature de romans policiers. Là, en l'occurrence, la daronne est une femme, elle est commissaire, mais elle est beaucoup plus que ça. Et franchement, je vous invite vraiment à la découvrir. Et donc, quand j'ai vu que ce roman était dispo, je me suis dit pourquoi pas, donc je l'ai pris. Ici, on n'est pas vraiment dans un roman policier. On n'est pas dans un roman policier, on n'est pas dans un thriller. Je dirais que on est plutôt dans un roman contemporain virant sur le noir. Voilà, pour vous planter le décor. Donc, on va faire la connaissance de Blanche. Blanche qui travaille, elle a un travail dans les archives d'un tribunal. Bon, ça, mis à part. Elle a eu un grave accident de la route quand elle était plus jeune qui l'a laissée assez lourdement handicapée. Elle a une petite fille qui s'appelle Juliette. Et au tout début du roman, elle apprend la mort de son père et elle va donc se rendre à l'enterrement de celui-ci. Et à cette occasion, elle va un petit peu découvrir l'histoire de sa famille. Et donc, on va alterner entre le présent, donc au moment où on fait la connaissance de Blanche et de l'enterrement de son papa, et on va remonter en 1800 et des paluches, au temps de Paris, au temps de la France qui est à l'aube de la guerre, voire au tout début de la guerre avec la Prusse. Et donc, on va rencontrer une famille dont les hommes jeunes sont appelés à aller faire la guerre contre les Prussiens. Sauf que quand vous êtes une famille riche, vous avez les moyens de payer quelqu'un d'un peu moins mieux loti que vous au niveau financier pour aller faire la guerre en lieu et place de la personne qui a été appelée. Et alors, dans cette famille, on va assister donc à cette entourloupe, on va dire, où le jeune homme en question, le père du jeune homme en question, va sélectionner quelqu'un et payer quelqu'un pour aller faire la guerre à la place de son fils. Et donc, on va alterner les chapitres entre le présent et le passé. Et on se dit, bon bah, ok, d'accord, mais c'est quoi le rapport? Mais au fur et à mesure, on le voit, le rapport. Et je dirais que ce roman est une parfaite illustration du proverbe « bien mal acquis ne profite jamais ». Je ne vous en dirai pas plus sur ce roman parce qu'il est extrêmement court. Si vous avez envie d'une plume un petit peu au vitriol, une plume satirique, une plume extrêmement incisive de la société actuelle, je vous conseille réellement, fortement et incidemment à lire les romans d'Anne Lorker, parce que franchement, dans celui-ci, richesse oblige, on en est là, on est vraiment dans une satire un petit peu des pratiques qu'il y avait au 19e siècle, à cette époque, et comment certaines familles ont pu asseoir leur réputation en faisant un petit peu des choses pas très net, quoi. Grosso plein d'eau. Donc franchement, c'est une excellente surprise. Alors c'est clair que le style ne plaira pas à tout le monde, clairement. Mais je vous encourage vraiment à découvrir. Alors si ce n'est pas avec ce roman, je vous recommande à 120 000% de découvrir La Daronne de Anne Lorker. Vous ne serez pas déçus. Ensuite, j'espère que ce capsule ne sera pas hyper long. J'en suis désolée, mais là, j'avais vraiment pas mal de romans à vous présenter. J'ai lu en lecture commune avec l'ami Jérôme du compte GG Booking sur Instagram « Quand l'abîme te regarde » de Éric Emeraude, publié aux éditions Récamier. Donc, c'est une belle bricasse. Je l'ai lu dans le cadre de la dernière semaine du Black November parce qu'il fallait lire un roman avec un personnage humain sur la couverture. Donc là, du coup, on a ce monsieur qui nous regarde. Donc, dans ce roman, tout d'abord, je vais parler de l'auteur. L'auteur, Éric Emeraude, c'est l'ancien patron de
l'OCLCH, l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine. C'est grosso modo une unité spéciale qui poursuit les criminels de guerre. Et donc, Éric Emeraud a passé une grande majorité de sa carrière à poursuivre des criminels de guerre qui essayaient de passer entre les mailles du filet. Donc, il sait éminemment de quoi il parle. Et donc ici, il va mettre en scène un personnage qui s'appelle Michel Rinocchi, qui se fait appeler dans le milieu Rhino, comme le rhinocéros, parce qu'il a un caractère fonceur et qu'il est taillé un petit peu comme un rhino aussi. Il fait partie de l'OCLCH et dans sa jeunesse, il a fait partie des chasseurs alpins, d'une unité de chasseurs alpins qui a participé à la guerre en Bosnie en 1992-94. Et là, il a assisté à ce qu'on appelle des crimes de guerre, des crimes de masse perpétrés par un homme qui se fait appeler Vuk. On apprend que finalement, ce fameux Vuk a trouvé la mort peu après la guerre de Bosnie, et donc du coup sa chasse a été interrompue. Sauf que là, on se retrouve en 2021 à Paris, à la suite d'un braquage. Rhino, il va apprendre avec une très mauvaise surprise que Vuk serait vivant, que cet homme serait vivant, pas Vuk, mais Rhino, il ne peut plus trouver le sommeil, il ne peut plus avoir une activité normale. Il se met en tête de poursuivre Vuk et de terminer ce qu'il avait commencé pendant la guerre de Bosnie. Et il va tout mettre en œuvre, mettre toutes ses ressources à sa disposition pour retrouver cet homme. Alors évidemment, on ne passe pas plus de 600 pages à courir après ce fameux Vuk. Il y a éminemment d'autres questions qui gravitent autour de Rhino. Il s'est passé quelque chose là-bas. Il a rencontré une femme. Ils ont eu une relation amoureuse. Il s'est passé un drame là-bas dont Vuk n'est pas complètement étranger. Et c'est pour ça aussi que Rhino veut la peau de Vuk, parce que il lui a mis sérieusement des bâtons dans les roues. Et il en fait vraiment une affaire personnelle, complètement, parce qu'il s'est vraiment passé quelque chose de dramatique là-bas, qui a encore des répercussions à l'heure actuelle. Donc ça, on l'apprend vraiment au fur et à mesure du roman. C'est hyper haletant, c'est hyper réaliste. Comme je vous dis, Éric Emeraud sait très bien de quoi il parle. Donc il connaît très bien les procédures mises en place par l'OCLCH. On est vraiment à l'intérieur de cette unité. J'ai trouvé ça passionnant et on sent bien que cet homme a été en contact avec la lie de l'humanité. Toutes les scènes de violence qui sont décrites pendant la guerre de Bosnie, c'est dégueulasse, c'est absolument honteux, c'est révoltant. Parce que clairement, alors certes, c'est une œuvre de fiction, mais je suis quasiment persuadée à 100% que Éric Emeraud a été témoin de ce genre, témoin peut-être indirect, mais c'est très bien que ce genre de crime a été réellement perpétré, que ce soit pendant la guerre de Bosnie. Et n'oublions pas qu'à l'heure actuelle, la Russie tente d'envahir l'Ukraine, et je reste persuadée également que même si on n'en parle pas encore maintenant, de tels crimes sont également perpétrés également en Ukraine, à l'heure actuelle. Point barre. En tout cas, c'est passionnant, ça se lit tout seul. N'ayez pas peur de la taille de cette brique, ça se lit réellement tout seul. Les chapitres sont courts, c'est haletant, il n'y a pas de temps mort. Moi, je me suis prise beaucoup d'affection
pour Rino, pour son fils David également, pour cette fichue tête brûlée de Julie. Si vous découvrez ce roman, vous comprendrez pourquoi je la traite de tête brûlée, parce qu'elle prend vraiment beaucoup de risques, même si elle n'est pas réellement consciente des dangers qu'elle court. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, c'est extrême, c'est criant de vérité, c'est criant de réalisme. Franchement, ne serait-ce que pour ça, lisez ce roman, vous ne serez pas déçus. Enfin, j'ai lu Celui qui n'était pas un meurtrier de Horst et Rosenfeld, de Horst et Rosenfeld, aux éditions Babel Poche, toujours dans le cadre de la dernière semaine du Black November. Comment vous dire que je me suis régalée avec ce roman qui est le tome 1 d'une saga qui s'appelle Dark Secrets. J'ai adoré. Ici, on se retrouve en Suède, dans une petite bourgade, où un adolescent de 16 ans, Roger, a disparu. Comment dire, le début de l'enquête commence pépère tranquille, sauf que arrive ce qui devrait arriver, le corps de l'adolescent est retrouvé atrocement mutilé et avec le cœur en moins. Voilà, je vous laisse imaginer un petit peu le branle-bas de combat dans cette petite bourgade où la police, le commissariat de police se trouve largement débordé. C'est pourquoi la commissaire principale fait appel à l'unité dite de la crime de Torkel, qui est le commissaire principal, et il va arriver avec son équipe pour reprendre l'enquête à leur compte et essayer de démêler ce qui s'est passé dans ce meurtre, qui a quand même largement ému la population de cette petite bourgade, qui a quand même été réputée assez tranquille. Et on va également voir apparaître un autre personnage qui s'appelle Sebastian Bergman, qui est psychologue profiler, qui a aussi pendant un temps travaillé avec l'équipe de Torkel. Et on apprend un petit peu à le connaître. Il a posé ses valoches dans la petite bourgade où a eu lieu le meurtre, parce que c'est là qu'habitaient ses parents, et sa mère est décédée assez récemment. Donc il est venu dans la maison pour faire les derniers papiers chez le notaire et tout ce qui s'ensuit, et par la même occasion vendre la maison. Donc il se trouve dans cette petite bourgade au moment où l'équipe de Torkel arrive. Et en fouillant dans les papiers de la maison de sa mère, il va tomber sur quelque chose sur laquelle il ne pensait pas tomber. Et retors comme il va se dire, pourquoi pas, si j'allais proposer mes services à l'équipe de Torkel pour travailler sur ce meurtre et par la même occasion récupérer les informations dont j'ai besoin. Parce qu'il faut savoir que Sebastian Bergman est un personnage, comment qualifier cet homme ? Disons les choses comme elles sont, c'est un affreux connard. Sebastian Bergman est un odieux connard. Mais il est extrêmement bon également dans sa partie. Donc, même si les relations entre les membres de l'équipe et Sébastien ne sont pas au beau fixe, ils vont essayer de collaborer tous ensemble afin de faire la lumière sur cette affaire. J'ai adoré ce roman, littéralement. J'ai adoré la façon dont l'équipe a pris en main cette enquête. Je n'ai pas du tout aimé Sébastien, c'est un affreux connard du début à la fin. J'ai absolument pas changé mon opinion sur lui. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'équipe de Torkel, j'ai beaucoup aimé Vania, j'ai aimé Ursula, j'ai aimé Billy, qui forment vraiment une équipe soudée. Oui, un petit peu à la Esprit criminel, c'est pas faux. On a vraiment cette équipe où on a un petit peu des informations sur leur vie privée, et comment ils travaillent ensemble, quelle est la synergie j'ai beaucoup aimé la synergie qui est développée dans cette équipe.
On a vraiment une enquête qui est, voilà, qui semble un peu ronflante tout au long du roman, mais on a quand même des éléments à quelques, voilà, qui mènent à des rebondissements, qui relancent l'enquête vers d'autres pistes. J'ai pas vu arriver la fin, franchement, j'ai soupçonné un peu n'importe qui, je me suis fait balader par les deux auteurs, je n'ai pas vu arriver la fin. Et que dire de cet ultime rebondissement en toute fin de roman? Et là, c'est pareil, j'ai rien vu venir. Là, chapeau, ils sont très forts, chapeau bas, voilà, c'est hyper addictif, j'ai vraiment adoré ce roman. Je pense que je lirai la suite parce que même si Sébastien Bergman est un affreux connard, j'ai vraiment envie de découvrir la suite de ces enquêtes, surtout si on retrouve l'équipe de Torkel, parce que j'espère qu'on retrouvera quand même l'équipe de Torkel, parce que si on retrouve que Sébastien, ça risque d'être un petit peu compliqué entre lui et moi, je ne vous le cache pas. Mais en tout cas, j'ai clôturé mon Black November de la meilleure des façons avec ce roman. C'est un gros coup de cœur pour celui qui n'était pas un meurtrier. Franchement, je me suis régalée pendant tout ce mois de novembre. J'ai à peu près respecté ma palle, à peu près, du Black November. J'ai lu à peu près tout ce que je voulais lire pour ce challenge. Je suis très contente de moi. Maintenant, on va repartir sur les chapeaux de roue pour ce mois de novembre. Si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai publié une vidéo avec tous les livres qui me faisaient envie pour ce mois de novembre. Je vous remettrai le lien de la vidéo en vignette à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. Si vous voulez papoter avec moi de tout et de rien, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Voilà, juste une dernière petite info. Cette année, je ne ferai pas ce qu'on appelle des vlogmas ou des shortmas pendant tout le mois de novembre, tout simplement parce que, j'ai pas le temps de le faire, et 2, il y a suffisamment de contenu sur YouTube pendant tout ce mois de décembre. Il y a des grosses chaînes qui font des vlogmas qui seront sûrement beaucoup plus intéressantes que les miens. Et voilà, d'abord, par manque de temps, je ne l'ai pas fait. Et si c'est pour faire des vidéos pour qu'elles soient très peu vues, parce qu'il y a beaucoup trop de contenu en ce mois de décembre, et voilà, je pense que ça va me démotiver plus qu'autre chose. Et là n'est pas le but. Donc, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Voilà, c'était juste pour vous dire que je ne me lancerai pas là-dedans cette année, mais qu'il y aura bien évidemment des vidéos toutes les semaines pendant ce mois de décembre, bien évidemment. Sur ce, là, je vous laisse vraiment. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!